Espace dédié aux femmes de toutes les couches sociales par l'Assemblée nationale, la première édition du Parlement rose a été lancée le vendredi 2 avril 2021 dernier à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Lors de cet événement, qui a regroupé plusieurs personnalités de la jeune féminine, il était question de mettre en exergue le rôle et la place de la femme congolaise au sein de la société actuelle. Mais en quoi consiste ce rôle justement et comment le renforcer? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Le Parlement rose, dont il est question ce jour, est une initiative de Christelle Vwanga, députée nationale, présidente de la commission permanente des droits de l'homme de la Chambre basse du Parlement et responsable de l'ONG WIFE. Pour elle, cet espace d'échange est une opportunité offerte aux femmes pour faire entendre leur voix, faire respecter leurs droits et surtout discuter sur des sujets qui les concernent afin de trouver des solutions aux différents problèmes qui les entourent. Elle nous en parlera dans la rubrique rencontre et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de Paroles des femmes. Le thème exploité en ce jour sera focalisé sur le Parlement rose, qui est une tribune de libre expression de la femme congolaise à l'Assemblée nationale. Et pour en parler, nous recevrons sur ce plateau l'honorable Christelle Vwanga, députée nationale, élue de la circonscription de la Funa ici à Kinshasa. Notre invité reviendra sur la motivation liée à la mise en place de cette vision, de ce projet. Et ce sera tout à l'heure, juste après ce reportage. Regardez. Femmes politiques, femmes des médias, femmes entrepreneurs, femmes dans la police et l'armée, femmes des sciences, femmes artistes, femmes pasteurs, mamans maraîchères, bref, les femmes de toutes les couches sociales étaient bien présentes le vendredi 2 avril 2021 dernier pour soutenir l'initiative ô combien louable de la députée nationale Christelle Vwanga, élue de la circonscription de la Funa. Le Parlement rose est donc cette nouvelle initiative qui vise à donner la parole aux femmes afin d'exposer leurs problèmes à l'Assemblée nationale. Cette tribune de libre expression, offerte à toutes les femmes de la RDC, se lance comme défi l'éveil de conscience et le renforcement des capacités au leadership féminin. Dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, où avait eu lieu l'événement, des interventions de différentes personnalités de la gente féminine avaient mis en exergue le rôle de la femme dans la société, un rôle qui ne doit en aucun cas se résumer à la fonction maternelle ou ménagère au sein du foyer, mais plutôt une force qui peut se faire sentir dans la société. Cette femme dont il est question est appelée à développer l'estime de soi, à lutter pour l'égalité des chances, à la persévérance, à la détermination, à l'excellence, mais aussi à un leadership fort en ces temps de la Covid-19. Pour la députée nationale Christelle Vwanga, initiatrice de l'événement et responsable de l'ONG WIFE, cet espace est un lieu d'échange où plusieurs questions seront abordées, notamment des questions de droit, des questions sociologiques, ainsi que des questions liées aux violences sexuelles. C'est aussi un moment de cohésion qui permettra aux femmes de pouvoir adapter des solutions aux besoins des autres femmes, a-t-elle martelé. Rappelons que le Parlement rose a pour objectif de rassembler chaque année des centaines de femmes évoluant dans divers domaines pour exposer leurs difficultés et y trouver éventuellement des pistes de solutions. Cette première édition a été organisée avec l'appui de l'Assemblée nationale, du réseau des femmes parlementaires, en collaboration avec l'ONU Femmes et l'Union européenne en République démocratique du Congo. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique rencontre. Et comme nous l'avions annoncé, ce soir ou ce jour, le thème sera focalisé sur cette belle initiative. Il s'agit du Parlement rose dont la précurseur n'est autre que Christelle Vwanga, l'honorable Christelle Vwanga, notre honorable nationale qui est toujours sur terrain pour justement être très très proche de sa base. Rappelons qu'elle est députée nationale élue de la circonscription de la Funa, ici à Kinshasa. En dehors de cela, elle est aussi, pourquoi pas, présidente de la commission permanente des droits de l'homme pour l'Assemblée nationale, aussi responsable de la structure WIFE qui milite pour le droit des femmes et récemment désignée ambassadrice pour la paix et le droit de l'homme. Elle nous en parlera aussi tout à l'heure, mais avant tout, nous allons parler de ce
belle initiative. Il s'agit donc du Parlement Rose. Alors, bonjour honorable. Bonjour madame. Et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci pour le temps que vous nous accordez. Merci. Afin de parler de cette belle initiative. Le plaisir est partagé et j'attendais ça, j'attendais ce moment. Mais avant tout, comment allez-vous? Grâce divine. Nous allons bien, nous essayons d'aller mieux. Voilà, l'esprit positif. On reste focalisé sur ce qui est important. Vous faites partie des députés qui font bouger l'Assemblée nationale. Était-ce déjà dès le départ un défi que vous étiez lancé? Oui et non à la fois. Je dirais oui parce que de nature, je suis quelqu'un de déterminé. J'aime entreprendre avec beaucoup d'abnégation, avec témérité parce que je suis quand même issu d'un pays qui a tous les atouts pour être à l'abri du besoin et du lendemain. En tant que jeune, j'ai longtemps observé et l'avantage d'avoir été journaliste et d'avoir œuvré dans la société civile m'a donné un peu une grande vision de la société et c'est par rapport à ces atouts-là, lorsque je me retrouve à l'Assemblée nationale, ça va de soi, quoi. Donc c'est une suite logique du travail que j'abattais autrefois journaliste et activiste des droits humains. Et s'il faut le rappeler, quel a été votre plan d'attaque une fois élu député? Les droits humains. J'adore ce concept parce que pour moi, c'est le point focal du développement d'un pays. Moi, je pense que le développement doit être basé sur l'humain, la place, le substrat humain, la place qu'on donne à l'humain dans un plan de développement. Et pour ça, nous sommes quand même un pays, je peux pas peut-être dire que nous sommes à la croisée de chemin, même si certains le pensent, et qui n'est pas totalement faux, mais je pense quand même que nous avons une histoire qui pèse sur nous et chaque génération doit définir sa mission. Soit vous faites le contraire ou bien soit vous reprenez avec les mêmes échecs. Et moi, je suis de cette génération qui se sert des échecs pour les transformer en défis. Et j'adore les droits humains, j'aime les pays qui donnent aux citoyennes et aux citoyens la possibilité d'évoluer. J'aime cette république qui peut non seulement protéger les individus, mais aussi libérer ses énergies. Et je pense que le Congo a tous les atouts pour siéger dans le panthéon des grands pays. Et vous êtes un bel exemple pour la génération montante. Il y a beaucoup de jeunes quand même qui viennent vous voir. Bien sûr, évidemment, chaque jour, quand je circule dans les universités, je trouve toujours une fille qui dit « tu es mon modèle » et dans les écoles, il y a des filles. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est vrai que c'est un sentiment de grande joie, mais aussi de responsabilité et de se dire que je n'ai pas droit à l'erreur, au fait. Je n'ai pas droit à l'erreur parce que moindre erreur peut occasionner, n'est-ce pas, la chute de plusieurs jeunes filles qui me suivent. Et il y a même des amis à la veille de la publication des résultats qui me disaient « Christelle, j'ai rencontré des groupes des filles, des groupes des jeunes filles qui disent que nous sommes allés voter pour elles. » Et alors que l'on dit que les femmes ne votent pas pour les femmes, mais comment expliquer que tu as pu avoir ce vote massif des femmes? Alors là, c'est vraiment un devoir de responsabilité et aussi de bien se tenir et de ne jamais lâcher. Et comme je le dis toujours, rendez-vous au sommet. Ah oui, de regarder le sommet, de regarder le sommet et d'avancer. Absolument. D'après certaines indiscrétions, vous n'êtes pas du tout de ces personnes qui, après avoir obtenu certaines promotions, changent. Vous restez la même. Oui. Tout le monde me dit ça, je crois que c'est lié aussi à ma nature. Donc je suis quelqu'un de très simple, je n'aime pas tout ce qui est complexe. J'habite dans ma circonscription, là où j'habitais avant que je sois députée. Vous n'avez pas changé d'adresse? Je n'ai pas changé, je suis toujours là. Et ça me plaît de me réveiller le matin, de voir les gens que je connais, de voir les gens qui m'ont vu naître, grandir, aller à l'école, parfois à pied, aller à l'école. C'est une certaine sécurité? Oui, c'est une certaine sécurité, mais tout d'abord, c'est de l'amour du prochain. Et c'est vraiment un exemple pour toutes ces jeunes filles qui naissent à la cité. Je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour, en tant que jeune fille de la cité, me retrouver ici à l'Assemblée nationale, siéger parmi les grands. Et ces filles-là de ma cité, quand elles me voient sortir, elles me voient à la télévision, et puis revenir dormir, pour elles, c'est une réalité. Ça veut tout simplement pas dire qu'une femme doit passer par telle ou telle
chemin pour avoir un poste de responsabilité. Je sais pas, voilà un peu. Donc, pour moi, la vie est simple. La vie, surtout pour un député, la vie, c'est d'abord ses électeurs. N'est pas fuir ses électeurs. C'est vrai, parfois, on peut être débordé, certes, mais Dieu donne toujours cette force-là de rencontrer les gens. Il ne se passe pas chaque jour, du matin au soir, c'est mon quotidien. Je reçois des gens qui viennent avec des cas, peut-être que je n'ai pas la possibilité de donner une solution immédiatement. Mais le simple fait de les écouter, de les entendre, pour moi, c'est vraiment ce que je veux faire. Et l'amour de mon peuple, l'amour de ma population, pour ça, vous pouvez me tuer même. Voilà. Et puis le temps, il faut le créer. Hein? Oui, et le temps, il faut le créer. C'est vrai que c'est très difficile, Madame Nancy, lorsqu'on est une femme. On a un foyer, on a des enfants, et puis de l'autre côté, on a ses entreprises personnelles. Ici, il y a l'Assemblée nationale, il y a la commission, il y a les réseaux de parlementaires. Parfois, je suis débordée, je me dis toujours comment je vais faire. Mais l'avantage qu'on a aussi en tant que femme, c'est qu'on est multifonctionnel, multidimensionnel. On a cette qualité-là que Dieu nous a donnée de toucher tout au même moment et de satisfaire les besoins des uns et des autres. Donc, quand bien même c'est difficile, mais on essaye quand même d'apporter notre touche. Surtout, c'est pour la cause de la femme, c'est pour la cause de la génération. Vous savez, madame, en politique, et j'espère que ça vaut même pour les femmes dans les entreprises ou bien dans l'administration, c'est pas facile pour les femmes, surtout en politique. En politique, on vous préfère, femme, quand vous ne savez pas revendiquer. On dit que c'est une bonne femme, on dit voilà, la femme. Quand on peut vous soulever à tout moment, vous déposer là où on veut, on dit que vous êtes une femme. Mais quand vous êtes une femme qui sait dire non quand il le faut et oui quand il le faut, malheureusement, vous n'avez pas de place. Vous dérangez. Oui, vous dérangez. Et vous dérangez, on vous le dit, vous dérangez, madame. Alors pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de travailler par soi-même, c'est de briller. C'est de se documenter, d'être à la hauteur. Et ce n'est que par cette voie-là qu'on peut obtenir gain de cause. Sinon, c'est très difficile. Même si aujourd'hui on parle des parités, on parle de 30%, en réalité, ce n'est qu'une question de méritocratie et de volonté politique d'un autre côté. Et pour ça, les femmes vraiment doivent définir elles-mêmes quel genre de femmes elles veulent être. Si c'est pour nous soulever à tout moment et réfléchir et décider même pour nous, ça, on ne peut pas le tolérer. Donc nous sommes cette génération des femmes qui non seulement visent les devants, mais qui se donnent, on se donne les moyens de notre politique pour avancer et atteindre le but. Femme multitâche, certes, mais aussi très bien entourée. Quelles sont à ce jour vos charges au sein de l'Assemblée nationale? À ce jour, au fait, je suis secrétaire exécutif de notre plateforme, donc AMK, la plateforme qui m'a présenté aux élections. C'est une plateforme électorale, je suis secrétaire exécutif et je suis encore présidente de la commission droits humains et peut-être que ça pourra bouger avec les nouvelles tendances de l'Assemblée nationale parce que tout à l'Assemblée nationale se passe par les groupes parlementaires. Et peut-être que je pourrais bouger pour aller dans une autre commission, mais jusque-là, je suis quand même. Et je suis présidente du réseau des parlementaires abolitionnistes. Là, il n'y a pas que les députés, il y a les députés et les sénateurs. Donc, mon vice-président, c'est le sénateur Oueka de Luturi, avec qui nous partageons la présidence de ces réseaux qui comptent 80 sénateurs et parlementaires. La commission permanente compte 56 parlementaires. Et je suis aussi initiatrice d'un autre réseau des parlementaires, c'est les parlementaires contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre. Parce qu'à travers mon association WIFE, on a travaillé et on continue chaque jour à travailler avec les femmes victimes des violences sexuelles et nous militons pour la création des fonds de réparation pour les survivantes des victimes sexuelles dans l'est du pays, mais aussi au Kasaï. Alors, avec mon association, on a pensé qu'il serait mieux qu'à l'Assemblée nationale, il serait mieux que nous ayons une plateforme qui parle aussi, qui cogite aussi
autour des questions des violences sexuelles, surtout dans les zones des conflits. C'est comme ça que nous avons créé ces réseaux de parlementaires contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre. Et malgré toutes ces responsabilités, vous restez très très proche de votre base. Alors les promesses faites à leur endroit ont-elles déjà pris forme? Je dirais oui, parce que il n'y a aucun électeur, ou bien celui qui a eu la chance de me rencontrer pendant la campagne, à qui j'ai dit je vais construire un pont, j'avais dit non, je ne le ferai pas. À qui j'ai dit je vais construire je ne sais pas moi quoi, des immeubles, j'ai pas le moyen pour ça. Mais en ce qui concerne ma proximité avec ma base, c'est tout d'abord les besoins liés aux droits humains. Je pense que je peux défendre. Je pense que je peux défendre quand il y a des routes. Je peux en parler, je peux alerter. Je travaille beaucoup dans les milieux scolaires, les écoles de mon district. Souvent, je distribue des programmes scolaires. J'aime travailler dans un domaine qui est plus transversal. Parce qu'il faut se le dire, les moyens de construire des ponts, je ne les ai pas, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas les voler pour venir ou détourner l'argent de l'État, la caisse de l'État, ou bien tremper mes mains dans des organisations sales pour venir construire ou bien pour venir me pavaner dans ma circonscription. Donc ce que je fais, c'est tout d'abord l'amour que j'ai pour eux. C'est mon expression de gratitude par rapport à la confiance qu'ils m'ont donnée. Et puis à chaque fois, parce que si nous voulons faire une politique de carrière en tant que femme, il faut le savoir que, passez-moi l'expression, l'erreur de la femme dans la politique, c'est multiplié par 100, par 50. Donc un homme en politique peut faire quelque chose, ça passe. Mais quand c'est une femme qui le fait, c'est amplifié, on en parle, ça fait les choux gras de la presse, etc. Donc on a aussi ses devoirs de responsabilité. Tout ce qui me plaît, c'est que mes électeurs, depuis qu'ils m'ont envoyé ici à l'Assemblée nationale, ils n'ont jamais entendu parler que l'honorable Christelle est citée dans tel ou tel autre dossier sale. Bon, parfois on m'impute des choses, mais bon, heureusement que ce sont des mensonges. Et c'est aussi leur fierté de donner une opportunité à une dame d'avoir une carrière politique. Et au-delà de ce mandat politique, vous avez aussi un mandat social auprès de votre électeur, c'est-à-dire que vous mettez en place des projets pour leur bénéfice, pour le bénéfice de tous ces citoyens. En font-ils bon usage? Quels en sont les résultats escomptés d'après vous? Merci beaucoup Madame Nancy. Alors, avant l'Assemblée nationale, ce qui est vrai, c'est que j'étais vraiment dans les affaires, j'étais dans les business, mais avec le mandat, c'est incompatible. Je ne pouvais pas le faire, alors que j'ai vraiment un don du business et de l'entrepreneuriat. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour faire bénéficier les autres femmes, c'est-à-dire à travers mon association qui est WIFE, on reçoit des femmes qui ont des projets et on finance les projets des femmes. Alors surtout dans l'innovation, la production locale, etc. Dans les métiers peut-être que les femmes aiment bien, les métiers de la mode, de la coiffure, etc. Mais aussi dans la pharmacie. Tout ce que nous faisons, c'est que nous mettons en avant les productions des femmes, parce que je sais combien c'est difficile pour une femme de trouver un financement, combien c'est difficile pour une femme de trouver un appui. Et à travers mon association WIFE, nous aidons les femmes. Voilà. À part ça, il y a plusieurs autres activités, mais bon, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que dans WIFE, nous travaillons vraiment de la promotion de la femme, mais aussi sur l'accès à la justice de la femme. Le mois prochain, on va implanter l'ONG pratiquement dans tout le Congo central, dans le Grand Bandundu ainsi que dans le Kasaï, pour permettre aux femmes d'avoir ce courage-là, d'aller en justice, de ne pas baisser les bras. Vous savez, madame, parfois je ris, il y a certaines femmes maintenant ici à Kinshasa, en fait, tout le monde sait que je défends les femmes et tout. Même les collègues députés passent souvent mon numéro aux femmes de leur district. Ah, appelez l'honorable Christelle, pour tel cas, appelez l'honorable Christelle. Alors il y a parfois des femmes qui m'appellent pour me dire, elles commencent à pleurer au téléphone, honorable, on m'a frappé. Et souvent je dis, bon, madame, vous voulez quoi, qu'on puisse le frapper aussi? Et puis elle rit, elle dit non. C'est-à-dire, il faut arriver à mettre la femme en confiance. Il faut qu'elle sente qu'elle est porteuse de la vie. Il faut qu'elle comprenne que
tu ne peux pas donner le bonheur aux autres tant que toi-même tu n'es pas heureuse. Circuler dans la cité, vous allez voir des femmes dans les marchés en train de vendre certainement, en train de se balader peut-être avec son bassin sur la tête, mais regardez le visage de cette femme, vous allez comprendre que c'est une femme qui n'est pas heureuse, qui n'est pas épanouie. Et le bonheur s'obtient, le bonheur c'est recherche. Alors moi c'est vraiment ma mission, c'est de faire comprendre à la femme qu'elle est une force et qui plus est quand elles se mettent encore ensemble. La solidarité féminine, quand elles se mettent encore ensemble, là c'est carrément une bombe. Alors c'est la raison pour laquelle on empêche souvent les femmes d'être ensemble. C'est la raison pour laquelle il y a des clichés, il y a des stéréotypes. Oh, moi ça tonga kambo kate, moi ça la kaboete, basi bakoko vivre entre bangote. Alors que c'est faux. Moi je connais des femmes qui ont des entreprises ensemble, qui sont millionnaires ensemble. Mais comment ils ont pu faire ça? Ça veut dire que il y a des femmes qui peuvent le faire. Nous sommes une force et il suffit pour nous de découvrir cette force-là et on va s'envoler. On en parlera tout à l'heure puisque ça a été vraiment le sujet de base pour le Parlement rose. Mais c'est vrai qu'en campagne, les candidats aux législatives font beaucoup de promesses à leurs électeurs. Alors comment garantir cette proximité politique avec leur base? Bon, sans vous mentir, madame, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile parce qu'il y a eu, surtout pour nous à Kinshasa, il y a eu un moment donné où nos prédécesseurs avaient implanté, si je peux le dire, une manière de satisfaire les électeurs. C'était en construisant, en donnant et en médiatisant tout ce qui donne et tout ça là. Moi, j'ai des principes. Tout ce que je donne, particulièrement, je ne médiatise pas. Parce que pour moi, c'est une honte. Je ne peux pas aller donner à mes électeurs et médiatiser. Quand je médiatise, ça veut dire que j'ai reçu un financement des partenaires et qui doivent voir ce que j'ai fait. Alors, dans ce cas-là, je médiatise. Et c'est une honte pour nous, députés, de se réveiller et de dire que moi, je peux construire telle chose pour vous, alors que normalement, proportionnellement avec ce que nous recevons, ça ne peut pas se faire. Donc ça veut dire qu'il faut faire autre chose pour venir satisfaire les besoins de la population. Moi, j'ai une circonscription de 7 communes. Ma circonscription a plus ou moins 3 500 000 habitants. La Funa. Kinshasa a 14 millions d'habitants, ma circonscription 3 500 000 habitants. Vous pouvez me dire par quelle magie j'aurai l'argent pour soutenir tous ces gens-là? Individuellement, je ne le peux pas. Mais de manière transversale, je peux. Par exemple, je peux obtenir que tout le monde ait accès à l'eau potable, tout le monde ait accès régulièrement à l'électricité, les hôpitaux pour tous et les hôpitaux surtout pour les femmes, les hôpitaux publics, un prix, obtenir la réduction des prix pour les femmes enceintes, des catégories vulnérables. Là, de manière transversale, vous posez des actes, peut-être avec vos plaidoyers ici à l'Assemblée nationale ou bien auprès du gouvernement, vous posez des actes transversaux, mais vous réussissez à atteindre plus ou moins tout le monde. Je vais vous donner l'exemple de la loi sur les personnes handicapées. J'ai apporté mon amendement sur cette loi-là. J'ai dit que pour les engagements dans les entreprises publiques et privées, dorénavant, il faut qu'il y ait un quota réservé aux personnes handicapées. Les personnes handicapées constituent 13% de notre population et jusque-là, ils ont été mis à l'écart. Et ça a été voté ici et adopté à l'Assemblée nationale. Ça, c'est mon amendement. Vous imaginez si aujourd'hui, les personnes handicapées réussissent à trouver du travail facilement. Ça, je n'ai rien donné peut-être financièrement, de l'argent, je n'ai rien donné, mais grâce à une décision, à un amendement que j'ai apporté ici à l'Assemblée nationale, ça a réussi à toucher tout le monde, non seulement maintenant, mais pour les générations futures. Absolument. Moi, je vois le développement dans ce sens-là, un développement qui passe par des moyens structurels. Et en presque 3 années au sein de l'Assemblée nationale, vous avez fait beaucoup de prouesses. D'ailleurs, nous vous en félicitons. Merci. Avec tout d'abord cette mise en place de la Commission permanente des droits de l'homme. Une première, vous nous diriez. Mais comment se porte-t-elle cette commission à l'heure actuelle? Très bien, très bien. Vous savez, madame, quand on a commencé,
juste à dire qu'il fallait créer la commission de droits humains et tout. Bon, il y a plusieurs collègues qui étaient un peu réticents. Ils disaient qu'il y avait déjà la CNDH. Je me rappelle même, vous m'avez reçu dans votre mission quand on faisait le plaidoyer de la création de la commission. Il y a déjà la CNDH, il y a déjà le ministère. Pourquoi créer une commission tout entière indépendante? Et là, je faisais mon plaidoyer, je disais que regardez ce qui se passe dans notre pays, non seulement dans l'Est, mais aussi ici à Kinshasa, dans l'Ouest. Il est nécessaire, impératif, de créer cette commission-là pour répondre aux questions spécifiques liées aux droits humains. On a réussi quand même tant bien que mal, et je raconte toujours cette histoire. La commission n'est passée que par 2 voix, donc il y avait une différence de 2 voix, les pour et les contre, 2 voix, c'est passé. Et même quand on a commencé, les gens disaient que ce sera une commission vide, qui n'aura pas de thématique et tout. Mais je peux vous dire, en termes de production parlementaire, nous sommes là. En termes de production parlementaire, c'est une commission qui vit, qui a un dynamisme. Et c'est vraiment un cadeau, parce que le difficile, c'est toujours de commencer. Et nous avons militer à ce que nous puissions donner de l'allure à cette commission, et nous espérons qu'avec le temps qui vient, les collègues qui viendront reprendre la commission, ils auront déjà des prémices bien assises pour continuer la lutte. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez eu encore à mettre en place une autre initiative que nous jugeons très très belle, parce qu'il s'agit du Parlement rose. Votre rêve va enfin être réalisé, c'est-à-dire donner l'occasion à cette femme de s'exprimer. Alors dites-nous, honorable, comment est née cette idée, ce rêve? Quelle a été la motivation pour le mettre en place? Au fait, Madame Nancy, je vais vous dire la vérité, c'est que j'avais une ambition, celle de rassembler à l'Assemblée nationale les femmes de toutes les catégories sociales, de toutes les couches sociales, qu'elles viennent des différentes professions, les activistes, les professeurs, les militaires, les policiers. Je rêvais de voir l'Assemblée nationale remplie de cette mosaïque des femmes. Parce que chaque jour, je travaille dans le milieu des femmes, je rencontre des femmes extraordinaires qui font du bon travail, et ces femmes malheureusement ne sont pas connues du grand public. Alors c'était vraiment mon idée de fédérer toutes ces forces positives et de les emmener ici à l'Assemblée nationale. Le nom du Parlement rose, je l'ai trouvé peut-être 3 ou 4 jours avant. Ah. Oui. Donc avant, c'était le Parlement des femmes. C'était le Parlement de femmes. Après, un jour, je me suis réveillée, j'ai dit Parlement des femmes. Et j'ai cherché la couleur pour le logo. Voilà. Alors, je cherchais la couleur pour le logo et je me suis dit, le rose, c'est quand même c'est la femme, et puis le violet, c'est la couleur des revendications contre les agressions sexuelles. J'ai douté entre le violet et le rose. Et puis quand j'ai trouvé le rose, j'ai mis dans les logos et puis j'ai vu Parlement rose. J'ai dit, ouais, mais ça peut marcher. Voilà. Parlement rose, c'est comme ça qu'est né Parlement rose, le Parlement de femmes en tout cas. Pour une première, c'était une grande réussite, avec les moyens des bords, madame, des maigres moyens, mais l'ambition était tellement grande. Et merci, je tiens à remercier ici l'Union européenne qui a tout de suite mordu à l'hameçon quand ils ont lu le projet, qui nous ont soutenus, mais aussi l'Assemblée nationale qui nous a soutenus. C'était un rêve pour moi de voir toutes ces femmes venir à l'Assemblée nationale et donner la parole à ces femmes, que chacune parle de ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut en tant que femme pour son épanouissement. Et dans les années qui viennent, par exemple, peut-être, on va voir comment est-ce que donner encore du contenu à ce Parlement rose pour que nous puissions recevoir ici les femmes qui viendront de toutes parts, de toutes les provinces, qui viendront cogiter et réfléchir avec nous. Peut-être à la fin, pourquoi pas avoir des recommandations pour une année meilleure dédiée aux droits des femmes. Madame, c'est pas pour rien que je me bats pour les droits des femmes. Je rencontre les femmes chaque jour. Je saisis parfois leurs problèmes. C'est elle qui est censée éduquer l'enfant. C'est elle qui est censée pérenniser les acquis de la société. Et si elle-même n'est pas dans sa place, si à elle on ne donne pas la parole, c'est la raison pour laquelle il y a cassure dans la société. Je suis pour la réintégration de la femme à sa place, la femme que nous connaissons, la femme de notre société ancestrale.
et c'est cette femme-là congolaise que nous voulons. Voilà. Et c'est vrai que dans ce Parlement rose, les femmes de toutes les couches sociales pourront bien sûr s'exprimer à l'hémicycle du Parlement. Mais comment ça va se passer concrètement? Quelle en serait la fréquence d'intervention? La fréquence, c'est que pour la première édition, nous avons choisi, donc on a pris les petites filles de 10 ans, moins 0 et 10 ans, qui étaient représentées. Ensuite, nous prenons celles qui viennent, la génération qui vient juste après, c'est-à-dire première, secondaire jusqu'en 6e, représentées aussi. Et puis, nous prenons l'universitaire. Après, nous allons dans les catégories sociales. Donc, nous prenons les femmes handicapées qui sont représentées, 2 catégories des femmes handicapées. Pour cette édition, on a pris les femmes naines, donc les femmes de petite taille. Et puis, on a pris une sourde muette et une muette. Donc, on les a prises les 2 parce que l'autre parlait et l'autre traduisait. Ensuite, c'était comme on voulait avoir plusieurs femmes et on ne pouvait pas les avoir au même moment, c'est qu'on a fait, on a réalisé une vidéo. Une vidéo avec presque une vingtaine de femmes de plusieurs domaines et de plusieurs catégories sociales qui parlent des droits des femmes, qui encouragent les femmes. Et en fin de compte, on a eu quand même les responsables, les ministres, la représentante du chef de l'État, tout le monde était là. En fin de compte, c'était une journée de parole aux femmes, différentes manières. Donc c'était plus ou moins 2 à 3 minutes par femme et par jeune fille. Et au cours de ce Parlement, vous insistez sur la solidarité de la femme, la sororité, qui est bien sûr devenue aussi votre cheval de bataille. Pourquoi est-il si important? Je pense que la solidarité féminine est importante parce que on s'en sert, je parle de on s'en sert souvent pour déstabiliser la femme. Donc, on a compris que lorsque les femmes sont réunies, elles ne cherchent pas à adopter les normes masculines. Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez qu'à l'époque, les femmes qui faisaient la politique s'habillaient souvent en bleu de nuit, souvent en noir. Parce qu'on vous dit, quand vous êtes dans un milieu des hommes, il ne faut pas mettre des couleurs. Une femme politique ne se maquille pas, voilà, pas trop, coiffure simple, pas trop de bijoux et tout. Ça, c'est parce qu'elles étaient minoritaires dans un milieu d'hommes. Voilà, dans un milieu masculin. Et c'est ce qui arrive dans notre société. Lorsqu'on est majoritaire quelque part, on impose nos règles et nos normes. On a le droit. Ici, à l'Assemblée nationale, c'était interdit pour une femme de porter les pantalons. Oui, mais on s'est battu, notamment avec Excellence, Madame Adèle Kaïnda, qui est maintenant au gouvernement. Je me rappelle ce jour-là, on s'est battu avec elle parce qu'on voulait qu'une femme puisse s'exprimer avec un pantalon. C'est la moindre des choses, c'est elle-même qui porte. Donc, il y a des petites choses comme ça. Pour les obtenir, il faut que vous soyez ensemble. Il faut que vous militez ensemble. Et une femme qui soutient une autre femme, au fait, lorsque vous recevez le soutien de votre sœur, c'est autre chose, quoi. C'est autre. Une femme ne peut pas te demander à toi de services peut-être négatifs pour avoir quelque chose de toi. Elle ne peut pas. Et tout ce que l'on voit, et moi, dans le domaine politique et journaliste que j'étais, j'ai vu à chaque fois la société vous impose à l'opposition des femmes. Peut-être même, ils vous disent, toi, pour que tu émerges, il ne faut pas parler avec celle-ci. On vous oppose à la concurrence. Et donc, la société vous oppose et vous incite à la rivalité. Pour eux, pour que vous soyez des femmes fortes, il faut que vous puissiez être des grands rivales. Donc, vous ne pouvez pas travailler ensemble. Et c'est cette image, malheureusement, qui est reflétée même par nos jeunes filles, nos petites filles qui emboîtent le pas. Donc, vous pouvez être dans un quartier, même les gens du quartier disent « Ah, toi, tu ne peux pas t'entendre avec celle-ci, elle ne t'aime pas, elle dit des choses sur toi et tout. » C'est au fait ça le quotidien de la femme. Et moi, je pense, et j'y crois, que la solidarité féminine est une clé pour les femmes. J'ai vu l'expérience au Sénégal, j'ai vu les dynamiques des femmes s'élever et soutenir même les candidatures des femmes aux élections. Et aujourd'hui, le nombre n'est plus on ne peut même plus discuter sur le nombre de femmes à l'Assemblée nationale au Sénégal, que ce soit au Mali ou bien au Rwanda. Tout part de l'unité des femmes. Et nous, on est encore loin. On est encore loin. Et même pour prendre l'exemple
simple. Vous voyez ces filles qui font des films au Nigeria et tout. Ce sont des femmes. Et aujourd'hui, elles sont des millionnaires. Pourquoi? Parce que lorsque une a un film, toutes les autres viennent participer et encourager. Et c'est ça la force de la femme. Dès qu'on est unis, c'est une force. Et on fait tout pour que nous ne soyons pas unis. Et moi, je viens pour dire aux femmes. Et les genres de Parlement Rose que nous avions eu ici, on verra comment est-ce qu'on peut multiplier ces genres d'actions pour fédérer encore une fois les femmes et les mettre ensemble. Et j'avais fait exprès, le jour du Parlement Rose, de mettre en avant d'autres femmes. Et pour ceux qui étaient là, j'avais parlé qu'à la fin, pour 2 minutes. Toute la journée était dédiée aux femmes. C'était pour dire que c'est votre journée. Moi, je peux organiser pour vous. Moi, je peux préparer quelque chose pour vous. Et dans le cadre de WIFE, on est en train de voir, on a beaucoup de projets, notamment de la mise en valeur des femmes qui ont brillé, les femmes comme les Marie-Ange Lukiana, essayer de voir des femmes comme des Sophie Kanza, essayer de voir comment est-ce qu'on va faire en sorte que la mémoire de ces femmes-là ne soit jamais oubliée dans leur travail, dans l'actionnariat des droits des femmes, etc. Et quand une femme comme moi appelle, par exemple, Honorable Marie-Ange Lukiana, je dis, Honorable, regardez, j'organise un truc et je pense que c'est le vôtre, quoi. Donc, peut-être un tournoi de basket des femmes et je pense que ça doit s'appeler tournoi Marie-Ange Lukiana. D'abord, elle va s'étonner, elle va dire, mais je n'ai jamais vécu ça. Et puis, elle voit que ça vient d'une sœur, d'une fille. Au fait, ça sera une autre connotation. Voilà, c'est une autre connotation. Et c'est ce que nous, on ne fait pas. Même dans le parti politique, c'est toujours l'adversité. Dans les entreprises, c'est toujours l'adversité. Et moi, je pense que le temps des femmes qui se haïssent pour rien, ce temps-là est révolu. Et grave même, on peut haïr même quelqu'un qu'on ne connaît pas. On te dit, tu l'aimes? Non, je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas, pourquoi? Tu n'as pas des raisons valables. Mais tu n'aimes pas ta sœur femme parce que vous êtes dans une entreprise, parce que vous êtes dans une société. Tout ça là est révolu. Le grand travail à faire, c'est sur soi-même. Moi, je ne préfère pas. Je pense que c'est une perte de haine d'haïr quelqu'un qui ne m'a rien fait. Et pire encore, une femme comme moi, qui a des problèmes comme moi. Et au lieu que je sois là comme appui pour elle, moi, je préfère la descendre ou bien la nuire. Moi, je ne peux pas le faire. C'est comme ça que je porte vraiment ce combat de la solidarité féminine. C'est vrai, d'ailleurs, tous les mots sont bien choisis pour appuyer justement cette solidarité féminine. Vous l'avez dit, c'est la clé de la réussite pour les femmes. C'est aussi un outil de lutte contre la précarité. Mais que dire de l'exploitation de la femme par les femmes? C'est vrai que cette exploitation, ou notamment même cette façon de faire, peut également alimenter la précarité. Qu'en pensez-vous? Oui, madame, je pense que ce n'est pas un cas isolé. Prenons d'abord la société tout entière. Il y a des hommes qui maltraitent les hommes. Il y a des hommes qui maltraitent aussi les femmes. Et de la même manière, il y a des femmes qui le font pour les hommes et les femmes aussi qui le font pour les femmes. À moins que ça soit sciemment, là je suis totalement contre, mais je pense que parfois la femme, dans son processus de formation, parfois la femme est rigoureuse. La femme, quand elle te forme, elle est rigoureuse. Elle veut que tu sois là à temps, elle veut que tu fasses tout très bien. Et parfois, si tu ne la comprends pas, tu vas penser qu'elle ne t'aime pas. Moi, je me rappelle, moi j'ai fait le lycée Monté-Mampico. Mademoiselle Françoise Desmeyer, on disait carrément qu'elle ne nous aimait pas parce qu'on souffrait tellement. Elle était trop dure. Elle était trop dure envers nous. Elle nous exigeait même à l'internat. On avait une façon de s'asseoir, de dormir. Des fois, vous vous demandiez même si elle avait un cœur. Est-ce qu'elle a un cœur, cette femme? Est-ce qu'elle a un cœur? On s'est réveillé très tôt le matin. Donc tout était calé. On se disait, cette femme nous fait souffrir. Mais aujourd'hui, avec du recul, elle ne me faisait pas souffrir. Cette femme ne faisait que me former. Et aujourd'hui, si je peux avoir 10 réunions en une journée, je sais bien calibrer mes réunions, je comprends par exemple que c'est parce que j'ai reçu la formation de cette femme. Je vais vous dire, cette femme nous apprenait même que tu ne peux pas aller au petit coin à tout moment. Donc, elle disait, vous devez discipliner vos vessies. Voilà. C'est ce qu'elle disait. Oui, savoir se retenir. Savoir se retenir. Mais madame, aujourd'hui, je suis à l'Assemblée nationale. Je peux être là devant. Pendant 3 heures du temps, je ne bouge pas. Parce que j'ai été formée et j'ai formé mon intellect par rapport à ça. Et à l'époque, on disait souvent qu'elle nous fait souffrir. Certes, il y a des femmes qui abusent aussi.
Et il y a des femmes, malheureusement, qui ne veulent pas voir d'autres femmes émerger. Et ça aussi, c'est un grand problème qui est réel. Les femmes qui n'accompagnent pas d'autres femmes, c'est un problème réel. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'on doit se mettre souvent autour des tables pour en parler et pour voir comment est-ce qu'on peut booster les unes après les autres. Et que peut-on espérer au-delà de cette solidarité féminine? On peut espérer voir la condition de la femme congolaise évoluer quand même. Je le dis parce que je connais la femme congolaise. C'est une femme courageuse. C'est une femme qui elle-même n'a pas étudié, mais elle vend. Et elle a fait étudier ses enfants. Elle a des médecins, elle a des architectes, elle a des avocats. Ça, c'est la femme congolaise. C'est la femme qui sort, qui noue son argent au coin de son pagne pour le minerval de sa fille. Je connais, parce que moi-même, je suis le produit d'une femme courageuse. Et ces courages-là, il faut les fédérer. Il faut se focaliser. À travers les mutuelles, par exemple, ce qui est très concret. À travers les institutions d'accès au crédit. Vous savez, toutes ces femmes qui sont, par exemple, chez moi, dans le marché de Gambela, on a fait une étude parce qu'on voulait avoir un peu de crédit pour ces femmes. Vous savez que la moyenne du fonds de commerce de ces femmes-là, ce n'est que 10 $, par exemple. Elles vendent avec 10 $, elles vendent avec 15 $, 20 $. Et si on peut donner à ces femmes-là, ne serait-ce que quelque chose pour appuyer non seulement l'argent, mais aussi les techniques pour vendre et rembourser et économiser aussi. Prenez l'exemple des femmes des militaires, des femmes hyper courageuses, qui font le champ dans les camps, qui se battent tant soit peu. Ces femmes sont une force. De la part de l'État, elles peuvent avoir accès à des crédits et pourquoi pas à une aide sur le plan transversal. Nous restons sur le plan transversal parce que je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut toucher plus ou moins plusieurs femmes. Nous arrivons au Kasaï. On parle de la malnutrition chronique des enfants. On a cité pratiquement 5 départements de santé qui ont été frappés, qui sont frappés par la malnutrition chronique des enfants. Essayez d'imaginer, madame, que nous puissions appeler, former ces femmes-là à la culture du soja, par exemple, pour leurs enfants, pour leurs propres enfants. Elles cultivent, ensuite elles nourrissent leurs enfants avec du soja. C'est déjà commencé, c'est déjà un pas vers la solution. Donc nous avons plusieurs politiques comme ça d'action qui peuvent apporter un changement immédiat dans la vie de la femme ou bien de la vie de la femme congolaise. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une volonté politique. C'est la raison pour laquelle nous pensons que notre nouveau gouvernement va faire les choses autrement. Au-delà des textes, au-delà des mots et des belles paroles. Ce n'est pas au Congo où on cherche des hommes et des femmes intelligents. Tout le monde est intelligent, tout le monde sait danser, tout le monde sait prier, tout le monde sait chanter. Mais nous voulons maintenant des hommes intègres, épris d'amour pour ce pays, qui peuvent actionner le développement, qui peuvent prendre des décisions, qui peuvent faire changer la vie des femmes et des papas congolais. Voilà. Revenons sur le Parlement rose, puisque c'est le sujet de ce jour. L'inauguration pour la première édition avait eu lieu le 2 avril dernier, 2021 dernier, ici même, dans cette salle de spectacle du Parlement, du Palais du Peuple. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de femmes de différentes couches sociales qui avaient répondu à votre invitation. Certes, vos impressions étaient vraiment positives. Alors, comment entrevoyez-vous l'avenir? Parlement rose. Oui. Honnêtement, nous travaillons déjà sur la deuxième édition qui aura lieu l'an prochain. L'année prochaine, ce qui va nous permettre de commencer tôt pour avoir des femmes et pour avoir des partenaires et tout. Mais l'année prochaine, je pense que ça sera plutôt sur 2 jours. C'est-à-dire il y aura le premier jour qui sera consacré au cercle des réflexions, des groupes, des modules, des femmes qui vont réfléchir, les femmes maraîchères, les femmes fonctionnaires, les femmes militaires, policières. Elles vont réfléchir dans des petits groupes et ensuite, les après-midi, il y aura la mise en commun des recommandations. Ensuite,
le deuxième jour, ça sera le jour solennel où on pourra recevoir tout le monde. Pourquoi pas dans la salle de congrès cette fois-ci, où on pourra avoir plusieurs femmes. Et ensuite, il y aura lecture des recommandations, mais aussi la démonstration des femmes, des artistes, des karatékas, des sportives et tout. Un peu donner ce côté féminin du spectacle, voir un peu comment est-ce qu'on peut embellir la journée. Mais ce qui est clair, c'est que ça sera l'année prochaine pour la deuxième édition. Bien sûr. Et je vais vous donner une révélation. Vous savez qu'il y a un pays d'Afrique déjà qui veut copier le concept. Ah bon? Oui. Et c'est lequel? Je ne dirai pas. D'accord, on le saura de toutes les façons. Je vous le dirai quand ils vont confirmer. Ils m'ont écrit, ils m'ont invité pour que je parte là-bas et pour voir comment est-ce qu'on peut organiser le Parlement Rose. Ils ont suivi dans les médias. Voilà ce qui est bien. C'est très voilà, on parle du Congo qui innove. Hein. Ben voilà, pourquoi pas la France qui va innover avec le Parlement Rose cette fois-ci. Ils vont copier. Voilà. Et le thème pour cet événement, c'était... Vous êtes revenu sur le rôle de la femme dans la société. Oui. Pourquoi être revenu sur ce sujet? Est-ce parce qu'il est toujours mal compris à ce jour? Oui, surtout, je voulais mettre un peu en avant le devoir des générations. Parce que j'avais eu des femmes, comme Maman Lusenge, par exemple, comme Madame Awa de ONU Femmes. Ce sont des femmes qui ont vraiment eu une carrière dans le domaine des droits humains en général et des droits des femmes. Et puisque on avait des élèves dans la salle, on avait des étudiantes, j'avais bien voulu que ces filles puissent voir ces femmes et entendre leur histoire, que si aujourd'hui elle travaille là où elle travaille, c'est parce qu'elle a eu un cursus. Elle s'est donné de la peine, elle a risqué, elle a échoué, mais elle n'a pas abandonné, elle se levait pour continuer. Et c'est ça même la clé, si je peux le dire ainsi, ce qui est important dans cette lutte des droits des femmes. Et j'aurais bien voulu avoir plus de jeunes filles. Je pense que pour l'édition prochaine, on aura plus de jeunes filles qui viendront un peu voir et entendre, écouter surtout l'histoire de ces grandes femmes. En tout cas, nous vous encourageons pour cette initiative. Merci et beaucoup. Nous serons toujours avec vous pour cette femme ou ces femmes qui ont besoin de plus d'espace pour s'exprimer. Je vous remercie, mais on n'avait pas seulement invité les femmes, on avait invité aussi les hommes. Bien et sûr. Ils nous disaient, à quand le Parlement bleu? Quand le Parlement bleu des hommes, on disait, ok, je vais réfléchir, on verra un peu. Merci beaucoup à vous, honorable Christelle Vwanga, pour ce temps que vous nous avez accordé afin de parler un peu de cette belle initiative qui aujourd'hui fait l'unanimité. Le Parlement Rose, qui est une tribune où toutes les femmes congolaises pourront s'exprimer au Parlement. À bientôt. À bientôt. Merci. Nous allons, mesdames, messieurs, avant de mettre un terme à l'émission de ce jour, vous proposer la rubrique Clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Les traumatismes crâniens chez les femmes victimes de violences conjugales représentent un problème de santé publique majeur, un fléau que les experts appellent l'épidémie silencieuse. Ces blessures passent trop souvent sous le radar des professionnels de la santé. Dans bien des cas, les victimes elles-mêmes ignorent leurs conditions. Pourtant, elles risquent des séquelles à court et à long terme en raison des coups répétés qu'elles reçoivent parfois, et ce, pendant des années. Une femme sur 3 sera victime de violences conjugales au cours de sa vie et elles sont très nombreuses à souffrir d'un traumatisme crânien, une crise de santé publique majeure, pourtant passée sous silence. Au cœur de N'Djamena, la capitale du Tchad, des dizaines de femmes concassent 12 heures par jour par 45 degrés de chaleur des blocs de béton, de ciment ou de briques. Elles sont entourées d'une nuée d'enfants dépenaillés et squelettiques le long d'une route et sur un terrain vague sans ombre au pied des bâtiments modernes de la Cité internationale des affaires. Elles sont au cœur d'une sorte de cercle vertueux, s'il n'était pas tragique, de l'économie souterraine de ce Tchad, classé par les Nations Unies, 3e pays le moins développé au monde. Des hommes achètent des gravats sur les chantiers de démolition et les revendent à ces femmes. Ces dernières les concassent pour en revendre les morceaux à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer du ciment pur ou du béton armé. Ces bricaillots sont ensuite amalgames pour les solidifier à un peu de boue ou de ciment pour les murs d'une nouvelle demeure.
En Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, face à la misère et à la pauvreté, les femmes sont les premiers soldats de la survie. Quand l'argent manque, l'argent géré autrement devient la solution. Regroupées dans des associations villageoises, les femmes s'inventent un autre avenir. Elles se réunissent toutes les semaines pour apporter leur épargne, obtenir un crédit et développer des activités génératrices de revenus. Les microcrédits, à condition qu'ils soient bien gérés et ne soient pas l'objet de dérives, peuvent œuvrer à l'émancipation des femmes. Pour rappel, le microcrédit consiste à prêter des petites sommes d'argent à une clientèle habituellement non solvable pour des banques classiques. Ces microprêts permettent aux emprunteurs d'ouvrir une petite activité professionnelle qui sera source de revenus et donc d'émancipation et d'autonomisation. Ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Et Parole des femmes, c'est terminé pour ce jour. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir proposé, présenté. Et ce sera avec le même et le réel plaisir que nous vous retrouverons la semaine prochaine.